Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux génies méconnus qui ont révolutionné l'art de la guerre. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire extraordinaire de Louis-Renaud Davout, brillant ingénieur français dont une modification apparemment délirante transforma radicalement l'efficacité des chars de combat pendant la Première Guerre mondiale. Cette innovation révolutionnaire, d'abord moquée par l'état-major comme une fantaisie d'inventeur, allait devenir l'une des clés de la victoire alliée et préfigurer l'évolution moderne des blindés. Cette histoire vraie de 1917-1918 nous plonge dans l'univers impitoyable de l'innovation militaire en temps de guerre, où les idées les plus audacieuses peuvent basculer entre génie et folie selon les résultats obtenus sur le terrain. Renaud Davout, ingénieur visionnaire incompris de son époque, nous enseigne que les plus grandes révolutions technologiques naissent souvent de l'obstination de ceux qui osent défier les conventions établies. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants d'innovation militaire française. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous a captivé et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces histoires extraordinaires du génie français. Préparez-vous à découvrir comment une idée folle a changé le cours de l'histoire militaire. L'hiver 1917 marquait l'un des moments les plus sombres de la Première Guerre mondiale pour les Alliés. Sur le front occidental, les offensives sanglantes se succédaient sans résultat décisif. Les chars de combat récemment introduits s'enlisaient dans la boue des tranchées ou tombaient en panne au moment crucial, et l'état-major français cherchait désespérément des solutions techniques pour sortir de l'impasse meurtrière de la guerre de position. C'est dans ce contexte que Louis-Renaud Davout, ingénieur de 34 ans employé dans les usines Schneider du Creusot, allait proposer une modification si audacieuse qu'elle fut d'abord considérée comme une plaisanterie de mauvais goût par ses supérieurs hiérarchiques. Renaud Davout n'était pourtant pas un illuminé. Diplômé de l'école polytechnique en 1903, spécialisé en mécanique des fluides et métallurgie, il avait acquis une solide réputation d'innovateur en concevant plusieurs améliorations techniques pour l'artillerie française avant la guerre. Fils d'un forgeron de Bourgogne et petit-fils d'un vétéran des campagnes napoléoniennes, il portait la tradition militaire française dans son sang, tout en possédant l'esprit scientifique moderne nécessaire pour révolutionner les techniques de combat. L'innovation naît de l'observation minutieuse des échecs, répétait-il souvent à ses collaborateurs des bureaux d'études. Sa fascination pour les chars de combat était née de l'observation directe des premiers engagements de ces forteresses mobiles sur les champs de bataille de la Somme et de Verdun. Contrairement à ses collègues ingénieurs qui restaient dans leurs bureaux parisiens, Renaud Davout avait obtenu l'autorisation exceptionnelle d'accompagner plusieurs missions de chars au front pour étudier in situ leurs performances et leurs défaillances. Ces expériences traumatisantes mais instructives lui avaient révélé les faiblesses fondamentales de ces machines révolutionnaires. Les chars actuels sont des éléphants aveugles, notait-il dans son carnet de bord après une mission particulièrement désastreuse près de Cambrai en novembre 1917. Ils sont puissants mais lents, blindés mais vulnérables, terrifiants mais inefficaces. Leur plus grande faiblesse n'est pas technique mais tactique. Ils ne peuvent pas voir leurs ennemis avant d'être vus. Cette observation, apparemment banale, allait être à l'origine de la révolution qu'il s'apprêtait à déclencher dans l'art de la guerre blindée. L'idée révolutionnaire de Renaud Davout germa durant une nuit d'insomnie de décembre 1917, alors qu'il réfléchissait aux moyens d'améliorer l'efficacité des chars français. Et si, se dit-il soudain, au lieu de blinder davantage nos chars pour les protéger des tirs ennemis, nous les rendions tout simplement invisibles? Cette intuition géniale allait l'amener à concevoir le premier système de camouflage actif de l'histoire militaire, transformant les chars de cibles mobiles en prédateurs furtifs. Sa première approche consista à étudier minutieusement les techniques de camouflage utilisées par les snipers et les observateurs d'artillerie. Mais Renaud Davout comprit rapidement que les méthodes statiques de dissimulation ne pouvaient s'appliquer directement aux chars en mouvement. Il fallait inventer quelque chose de totalement nouveau. Un camouflage dynamique qui s'adapterait automatiquement à l'environnement traversé par le véhicule blindé. Cette contrainte technique apparemment impossible allait stimuler son génie inventif. L'inspiration décisive lui vint en observant les caméléons du vivarium de sa fille. Ces petites créatures, écrivait-il à sa femme, possèdent naturellement ce que nos ingénieurs cherchent à créer artificiellement, la capacité de modifier instantanément leur apparence pour se fondre dans leur environnement. Cette biomimétique avant la lettre allait orienter ses recherches vers la création d'un blindage adaptatif
capable de changer de couleur et de texture selon le terrain traversé. Cependant, reproduire artificiellement les capacités du caméléon avec les technologies de 1917 représentait un défi technique colossal. Renaud Davout devait inventer non seulement un système de détection de l'environnement, mais aussi un mécanisme de camouflage adaptatif, le tout embarqué sur un char de combat déjà surchargé en équipement militaire. Cette complexité technique explique pourquoi ces premiers projets furent accueillis avec scepticisme, voire moquerie, par l'establishment militaire français. Sa première présentation officielle, le 15 janvier 1918 devant une commission d'experts du ministère de l'Armement, tourna au fiasco. Monsieur Renaud Davout, déclara froidement le général Estienne, père des chars français, vos fantasmagories de camouflage appartiennent au domaine du spectacle, pas à l'art militaire. Nous avons besoin de blindage supplémentaire, pas de déguisement de carnaval. Cette humiliation publique ne découragea pas l'ingénieur visionnaire, bien au contraire. Convaincu de la validité de son concept malgré le scepticisme général, Renaud Davout décida de développer secrètement son prototype dans l'atelier familial bourguignon, financé par ses économies personnelles et l'héritage paternel. Cette période de recherche clandestine, de février à mai 1918, allait se révéler cruciale pour la mise au point de son invention révolutionnaire. Travaillant seul la nuit après ses journées aux usines Schneider, il perfectionnait méthodiquement chaque élément de son système de camouflage adaptatif. Le prototype qu'il acheva en mai 1918 dépassait toutes les espérances qu'il avait pu concevoir. Non seulement son système de camouflage fonctionnait parfaitement, mais il avait découvert par accident que cette modification conférait au char des avantages tactiques insoupçonnés qui allaient révolutionner l'art de la guerre blindée. Cette découverte fortuite allait transformer ce qui était initialement un simple perfectionnement technique en révolution militaire majeure. Le système révolutionnaire conçu par Renaud Davout reposait sur une innovation technique d'une audace inouïe pour l'époque. Un blindage externe constitué de plaques métalliques mobiles recouvertes de pigments thermosensibles qui changeaient automatiquement de couleur selon la température ambiante et la nature du terrain. Cette peau artificielle était actionnée par un mécanisme hydraulique alimenté par le moteur du char, permettant aux plaques de pivoter et de se repositionner pour adopter différentes textures et motifs selon l'environnement traversé. L'ingéniosité du système résidait dans sa simplicité apparente qui cachait une sophistication technique remarquable. Des capteurs optiques rudimentaires, inspirés des cellules photoélectriques utilisées dans les premières expériences de télévision, analysaient en permanence les couleurs dominantes de l'environnement immédiat. Ces informations étaient transmises à un calculateur mécanique primitif mais efficace qui déterminait automatiquement la configuration optimale du camouflage. En moins de 30 secondes, le char pouvait passer d'un camouflage forestier vert sombre à un motif urbain gris-brun adapté aux décombres des villes bombardées. Mais l'innovation la plus révolutionnaire de Renaud Davout concernait ce qu'il appelait l'effet de transparence tactique. En plaçant des miroirs orientables sur les flancs du char, synchronisés avec le système de camouflage principal, il avait créé l'illusion d'optique la plus sophistiquée jamais développée pour un véhicule militaire. Vu sous certains angles, le char semblait littéralement disparaître, se fondant si parfaitement dans le décor qu'il devenait pratiquement invisible, même pour des observateurs expérimentés, positionnés à moins de 100 mètres. Cette furtivité visuelle s'accompagnait d'innovations connexes tout aussi révolutionnaires. Renaud Davout avait développé un système de silencieux multiples qui réduisait drastiquement le bruit du moteur, des chenilles spéciales garnies de caoutchouc qui éliminaient le claquement métallique caractéristique des chars, et même un dispositif de dispersion des gaz d'échappement qui empêchait la formation de panaches de fumée révélateurs. L'ensemble transformait ces éléphants de guerre bruyants en prédateurs silencieux. Les premiers tests en conditions réelles, effectués secrètement dans les collines bourguignonnes près de Dijon en mai 1918, dépassèrent toutes les espérances de l'inventeur. Le char modifié pouvait s'approcher à moins de 50 mètres d'observateurs avertis sans être détectés, condition impensable avec les blindés conventionnels qui étaient repérés à plusieurs kilomètres. Cette capacité d'approche furtive révolutionnait complètement les tactiques d'engagement des chars qui passaient de la charge frontale à l'embuscade sophistiquée. Cependant, Renaud Davout découvrit rapidement que son invention présentait des avantages inattendus qui dépassaient largement le simple camouflage. Le système de plaques mobiles créait une protection balistique dynamique d'une efficacité surprenante.
Les projectiles d'artillerie légère qui touchaient ces plaques en mouvement étaient déviés ou fragmentés, réduisant considérablement leur impact sur le blindage principal. Cette protection active, concept totalement novateur, préfigurait les systèmes de défense des chars modernes. L'effet psychologique sur l'ennemi s'avérait également considérable. Les premiers soldats allemands confrontés à ces chars fantômes, lors des tests clandestins près du front, développaient une terreur panique face à ces machines qui apparaissaient et disparaissaient comme par magie. Cette guerre psychologique involontaire décuplait l'efficacité militaire du système en créant un effet de surprise permanent et en démoralisant l'adversaire avant même l'engagement. L'aspect le plus révolutionnaire du système de Renault Davout concernait sa capacité d'adaptation tactique en temps réel. Le char pouvait modifier son apparence pendant le combat lui-même, passant d'un camouflage défensif à un motif offensif, d'une configuration d'embuscade à un profil d'attaque frontale. Cette flexibilité tactique sans précédent transformait chaque char en unité autonome capable de s'adapter instantanément aux évolutions du combat. Les défis techniques surmontés pour réaliser cette innovation étaient colossaux. Renault Davout avait dû inventer de nouveaux alliages métalliques légers pour les plaques mobiles, développer des systèmes hydrauliques miniaturisés résistants aux chocs, créer des pigments stables aux variations de température et concevoir des mécanismes de précision fonctionnant dans les conditions extrêmes du combat. Chacune de ces innovations constituait en soi une révolution technique. La fiabilité du système constituait initialement sa principale faiblesse. Les mécanismes complexes tombaient fréquemment en panne. Les capteurs se déréglaient sous les vibrations. Les systèmes hydrauliques fuyaient après les impacts. Renault Davout passa des mois à simplifier et robustifier son invention, appliquant le principe militaire fondamental selon lequel le simple fonctionne, le complexe se brise. Cette phase d'optimisation transforma un prototype fragile en système opérationnel fiable. L'aspect économique de la production représentait un autre défi majeur. Le coût de fabrication d'un char équipé du système Renault Davout était initialement 10 fois supérieur à celui d'un blindé conventionnel. L'ingénieur dut repenser complètement ses procédés de fabrication, développer des techniques de production de masse pour des composants sophistiqués et négocier avec les fournisseurs pour réduire les coûts. Cette industrialisation de l'innovation révélait déjà les enjeux économiques de la guerre moderne. Quand Renault Davout estima son système suffisamment au point pour une présentation officielle, en juin 1918, il avait non seulement créé une révolution technique mais également résolu tous les problèmes pratiques de production, maintenance et formation des équipages. Cette approche holistique de l'innovation, rare chez les inventeurs de l'époque, explique largement le succès fulgurant de son système une fois adopté par l'armée française. La seconde présentation officielle de Renault Davout, organisée le 20 juin 1918 sur le plateau de Mourmelon devant l'état-major réuni au grand complet, marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'innovation militaire française. Cette fois, l'ingénieur bourguignon ne se contenta pas d'exposer des plans théoriques, mais démontra concrètement l'efficacité de son système avec un char Schneider CA1, entièrement modifié selon ses spécifications révolutionnaires. Le spectacle qui s'offrit aux yeux des généraux sceptiques dépassa toutes leurs espérances et bouleversa définitivement leur conception de la guerre blindée. Le général Estienne lui-même, qui avait humilié publiquement Renault Davout 6 mois plus tôt, ne put dissimuler sa stupéfaction quand le char modifié sembla littéralement disparaître à leurs yeux, malgré sa position en terrain découvert, à moins de 200 mètres de la tribune officielle. « Messieurs, murmura-t-il à ses adjoints, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, jamais je n'aurais cru qu'une machine de 23 tonnes puisse devenir invisible. Cet homme vient de révolutionner l'art de la guerre. » Cette reconnaissance publique du père des chars français consacrait définitivement le génie de l'inventeur bourguignon. La démonstration technique dura 3 heures et révéla progressivement toutes les capacités du système révolutionnaire. Le char équipé du camouflage adaptatif de Renault Davout traversa successivement des terrains forestiers, des zones de culture, des villages bombardés et même des positions de tranchées, se fondant à chaque fois si parfaitement dans l'environnement qu'il fallait connaître sa position exacte pour l'apercevoir. Cette furtivité révolutionnaire transformait la philosophie même de l'emploi des blindés. Mais c'est lors de la simulation de combat que le système révéla ses capacités les plus extraordinaires. Opposé à 3 chars conventionnels dans un exercice d'engagement tactique, le blindé de Renault Davout détruisit ses adversaires sans jamais être détecté ni touché par leurs tirs.
Cette supériorité écrasante ne résultait pas seulement du camouflage, mais de la combinaison révolutionnaire entre furtivité, mobilité tactique et effet de surprise qui transformait radicalement les rapports de force sur le champ de bataille. Le colonel Moissin, expert en tactique blindée, commentait admirativement. Ce que nous venons de voir change complètement nos doctrines d'emploi des chars. Au lieu d'attaques frontales massives qui coûtent des centaines de blindés, nous pourrons désormais mener des opérations de précision avec quelques unités furtives. C'est le passage de la force brute à l'intelligence tactique. Cette évolution doctrinale majeure révolutionnait non seulement la technique, mais aussi la stratégie militaire. L'aspect économique de l'innovation séduisait également l'état-major, confronté aux contraintes budgétaires croissantes de la guerre prolongée. Un seul char équipé du système Renault Davout s'avérait plus efficace tactiquement que 10 blindés conventionnels, tout en réduisant considérablement les pertes humaines et matérielles. Cette rentabilité opérationnelle exceptionnelle justifiait largement le surcoût initial de production et promettait des économies substantielles à long terme. Le général Pétain, commandant en chef des forces françaises, trancha définitivement en faveur de l'adoption du système. Messieurs, nous venons d'assister à une révolution militaire comparable à l'invention de la poudre à canon. Monsieur Renault Davout mérite les plus hautes distinctions de la République et son invention doit être produite en série le plus rapidement possible. Cette décision historique lançait la première production industrielle de chars furtifs de l'histoire militaire mondiale. L'industrialisation du système nécessitait une réorganisation complète de la production française de blindés. Les usines Schneider, Renault et Hotchkiss furent mobilisées pour produire les composants sophistiqués du camouflage adaptatif. Des chaînes de montage spécialisées furent créées, des ingénieurs formés aux nouvelles techniques, des procédures de contrôle qualité développées pour garantir la fiabilité de systèmes complexes produits en grande série. La formation des équipages représentait un défi pédagogique inédit. Les soldats devaient maîtriser non seulement la conduite et le tir traditionnel, mais aussi les subtilités du camouflage adaptatif, les tactiques d'approche furtive et l'utilisation optimale des capacités de dissimulation. L'école blindée de Versailles dut complètement revoir ses programmes d'instruction pour intégrer ces nouvelles compétences révolutionnaires. Renault Davout lui-même dirigeait personnellement cette montée en puissance industrielle et pédagogique, multipliant les déplacements entre usines et centres d'instruction pour superviser la diffusion de son innovation. Cette implication directe de l'inventeur garantissait la fidélité de la production aux spécifications originales et évitait les dérives techniques qui auraient pu compromettre l'efficacité du système. Le premier escadron de chars équipés du système de camouflage adaptatif fut constitué en août 1918 sous le commandement du chef d'escadron Joffre, neveu du maréchal et lui-même spécialiste, reconnu des nouvelles tactiques blindées. Cette unité d'élite, officiellement désignée premier escadron de chars spéciaux, était destinée aux missions les plus délicates, nécessitant discrétion absolue et efficacité maximale. Les tests opérationnels de cette unité pilote, menés en septembre 1918 dans le secteur relativement calme de Champagne, confirmèrent spectaculairement l'efficacité du système en conditions réelles de guerre. Les chars de Renault Davout réussissaient des missions de reconnaissance profonde, de destruction d'objectifs sensibles, et même d'infiltration derrière les lignes ennemies avec un taux de succès de 100% et des pertes nulles. Ces résultats exceptionnels validaient définitivement la révolution technique et tactique initiée par l'ingénieur visionnaire. Le baptême du feu opérationnel des chars de Renault Davout eut lieu le 26 septembre 1918 lors de l'offensive Meuse-Argonne, où le premier escadron de chars spéciaux reçut sa première mission de guerre réelle. Infiltrer les lignes allemandes pour détruire un dépôt de munitions stratégique situé à 15 km derrière le front ennemi. Cette mission, impossible avec les chars conventionnels, allait démontrer spectaculairement les capacités révolutionnaires du système de camouflage adaptatif et transformer définitivement la perception que l'état-major avait de cette innovation. L'opération, baptisée Caméléon, mobilisait 6 chars équipés du système Renault Davout sous le commandement personnel du chef d'escadron Joffre. La planification de cette mission révélait déjà la révolution tactique en cours. Au lieu de l'attaque frontale massive traditionnelle, l'état-major concevait une opération de précision basée sur la furtivité, la surprise et la frappe chirurgicale. Cette nouvelle approche stratégique préfigurait l'évolution de la guerre moderne vers des opérations spéciales sophistiquées.
La progression nocturne des chars furtifs à travers les lignes allemandes constitua un spectacle saisissant pour les rares témoins autorisés à observer cette mission historique. Les blindés de Renault Davout se faufilaient entre les positions ennemies comme des fantômes mécaniques, leur système de camouflage adaptatif les rendant pratiquement invisibles même sous les fusées éclairantes. Cette capacité d'infiltration profonde révolutionnait complètement les possibilités tactiques de l'arme blindée. L'effet de surprise fut total quand les chars français surgirent littéralement du néant pour attaquer le dépôt de munitions allemand. Les sentinelles ennemies, totalement prises au dépourvu par ces machines fantômes, ne purent donner l'alerte qu'après le début de l'engagement. En moins de 20 minutes, l'objectif était détruit, les défenses neutralisées, et les chars français repartaient dans la nuit aussi discrètement qu'ils étaient arrivés. Cette efficacité opérationnelle exceptionnelle stupéfait même les concepteurs de la mission. Les dégâts infligés au dispositif allemand dépassaient largement la simple destruction du dépôt visé. L'explosion des munitions stockées déclencha un incendie qui se propagea aux installations voisines, paralysant tout un secteur de l'artillerie ennemie pendant plusieurs jours. Mais surtout, cette attaque mystérieuse créait une psychose de panique dans les rangs allemands, qui ne comprenaient pas comment l'ennemi avait pu pénétrer si profondément leur défense sans être détecté. L'impact psychologique de cette première mission révélait un aspect inattendu du système Renault Davout, sa capacité à démoraliser l'adversaire par la terreur de l'invisible. Les soldats allemands, habitués à combattre un ennemi visible et prévisible, se trouvaient soudain confrontés à une menace insaisissable qui pouvait frapper n'importe où, n'importe quand, sans prévenir. Cette guerre psychologique involontaire décuplait l'efficacité militaire du système. Les rapports de renseignement allemands interceptés par les services français révélaient l'ampleur de la confusion ennemie. Nous sommes confrontés à une arme nouvelle et mystérieuse, écrivait un officier supérieur allemand. Des chars ennemis apparaissent et disparaissent, comme par magie. Nos hommes parlent de machines fantômes. Le moral des troupes en souffre considérablement. Cette déstabilisation de l'adversaire constituait un dividende tactique imprévu mais précieux. Encouragé par ce succès initial, l'état-major français multiplia les missions spéciales confiées aux chars de Renault Davout. Destruction de postes de commandement, élimination de batteries d'artillerie, reconnaissance profonde, ces unités d'élite accumulaient les succès opérationnels avec des pertes négligeables. Cette efficacité exceptionnelle démontrait que l'innovation technique, correctement exploitée tactiquement, pouvait transformer radicalement les rapports de force militaire. La production des chars équipés du système de camouflage adaptatif s'intensifiait parallèlement aux succès opérationnels. En octobre 1918, 3 escadrons complets étaient opérationnels, et l'état-major planifiait déjà la création d'une brigade entière de chars spéciaux pour l'offensive du printemps 1919. Cette montée en puissance révélait la volonté française de généraliser cette révolution technique à l'ensemble de l'arme blindée. Cependant, cette supériorité technique française n'échappait pas totalement à l'attention des services de renseignement allemands. Dès octobre 1918, des équipes d'ingénieurs et d'espions ennemis tentaient désespérément de percer les secrets du système Renault Davout. Cette course technologique naissante préfigurait les enjeux de l'innovation militaire dans les conflits futurs où l'avantage technique temporaire devait être exploité avant la riposte adverse. L'influence internationale de l'innovation française commençait également à se manifester. Les alliés britanniques et américains, informés des succès spectaculaires des chars français furtifs, réclamaient communication des plans techniques ou envoi d'unités équipées sur leur secteur d'opération. Cette demande révélait l'impact stratégique de l'invention qui dépassait largement le cadre national pour influencer l'ensemble de l'effort de guerre allié. Renault Davout lui-même, promu au grade d'ingénieur en chef et décoré de la Légion d'honneur, travaillait déjà sur les perfectionnements de son système. Il développait une version Mark II encore plus sophistiquée, intégrant des améliorations suggérées par l'expérience opérationnelle et préparant l'évolution de son invention vers des capacités encore plus révolutionnaires. Cette démarche d'amélioration continue illustrait l'esprit d'innovation permanent qui caractérisait ce génie technique. L'armistice du 11 novembre 1918 interrompit brutalement cette révolution militaire en cours, mais les enseignements tirés de l'expérience des chars de Renault Davout influencèrent durablement l'évolution de l'arme blindée. Les principes de furtivité, de précision tactique et d'effet de surprise développés par l'ingénieur français préfiguraient les doctrines militaires modernes et démontraient que l'innovation technique pouvait révolutionner l'art de la guerre quand elle était correctement comprise
et exploiter. L'armistice de novembre 1918 créa paradoxalement une situation inédite pour l'innovation révolutionnaire de Renaud Davout. Comment exploiter une invention militaire révolutionnaire en temps de paix? Cette question, apparemment simple, allait révéler la complexité des enjeux économiques, diplomatiques et stratégiques liés aux innovations de défense dans l'entre-deux-guerres. L'ingénieur français se trouvait soudain confronté au défi de la reconversion civile d'une technologie exclusivement militaire, mais aux potentialités commerciales considérables. Les applications civiles du système de camouflage adaptatif s'avéraient nombreuses et prometteuses. L'industrie automobile naissante s'intéressait aux possibilités de véhicules changeant de couleur selon les goûts des utilisateurs. Le secteur du spectacle voyait dans cette technologie des perspectives révolutionnaires pour les effets spéciaux théâtraux et cinématographiques. Même l'industrie textile envisageait des vêtements adaptatifs capables de s'harmoniser automatiquement avec l'environnement. Ces débouchés civils promettaient une rentabilisation pacifique de l'innovation militaire. Cependant, les puissances étrangères manifestaient un intérêt encore plus pressant pour les applications militaires du système Renaud Davout. Dès décembre 1918, des délégations britanniques, américaines, mais aussi allemandes et russes sollicitaient discrètement l'autorisation d'acquérir cette technologie révolutionnaire. Cette convoitise internationale révélait l'enjeu stratégique majeur que représentait cette innovation pour l'équilibre des forces militaires européennes de l'après-guerre. Le gouvernement français se trouvait face à un dilemme délicat. Exploiter commercialement cette invention géniale ou la garder secrète pour préserver un avantage militaire exclusif? Cette question divisa profondément les autorités françaises. Le ministère des Finances, soucieux de rentabiliser les investissements de guerre, plaidait pour l'exportation contrôlée de la technologie. Le ministère de la Guerre, conscient des enjeux stratégiques, réclamait le maintien du secret défense absolu. Renaud Davout lui-même défendait une position nuancée qui témoignait de sa maturité politique autant que de son génie technique. Cette invention, déclarait-il dans un mémoire adressé au président Clemenceau, doit servir la grandeur de la France, mais elle ne doit pas créer de nouveaux déséquilibres dangereux pour la paix européenne. Je propose un partage contrôlé de la technologie qui maintienne notre avance, tout en permettant une exploitation commerciale profitable. Cette vision équilibrée révélait la sagesse de l'inventeur. La solution adoptée par le gouvernement français en mars 1919 constitua un modèle d'intelligence stratégique qui inspira ultérieurement de nombreuses politiques d'innovation militaire. La France concéderait des licences d'exploitation limitées pour les applications civiles de la technologie, conserverait l'exclusivité des applications militaires les plus sensibles et développerait un programme international de coopération technique qui maintienne son leadership tout en associant ses alliés aux bénéfices de l'innovation. Cette politique permit la création de la Société internationale de camouflage adaptatif, SICA, entreprise franco-britannique dirigée par Renaud Davout, qui commercialisa les applications civiles de son invention, tout en développant de nouvelles générations de la technologie militaire. Cette structure originale préfigurait les entreprises d'armement transnationales modernes et démontrait la possibilité de concilier innovation technique, rentabilité commerciale et sécurité nationale. Les premiers produits civils commercialisés par la SICA rencontrèrent un succès phénoménal qui dépassa toutes les prévisions. Les automobiles à carrosserie adaptative, lancées en 1920, révolutionnèrent l'industrie automobile en permettant aux propriétaires de modifier l'apparence de leurs véhicules selon leurs désirs ou les circonstances. Cette personnalisation extrême créa un nouveau marché de luxe qui généra des profits considérables pour l'entreprise française. L'industrie du spectacle adopta également massivement les innovations de Renaud Davout. Les théâtres parisiens et londoniens utilisaient des décors adaptatifs qui se transformaient instantanément, créant des effets visuels d'une sophistication inouïe. Le cinéma naissant exploitait cette technologie pour réaliser des trucages révolutionnaires qui préfiguraient les effets spéciaux modernes. Cette démocratisation artistique de l'innovation militaire illustrait la richesse des transferts technologiques entre secteurs. Parallèlement à ses succès commerciaux, Renaud Davout poursuivait ses recherches militaires dans le plus grand secret. La version Mark III de son système, développée entre 1920 et 1922, intégrait des améliorations révolutionnaires. Camouflage acoustique pour éliminer totalement le bruit des véhicules, dissimulation thermique pour échapper aux détecteurs infrarouges primitifs, et même camouflage olfactif pour tromper les chiens de guerre. Ces perfectionnements maintenaient l'avance française dans ce domaine stratégique.
L'impact international de ces innovations se manifestait par l'émergence d'une course technologique discrète entre les grandes puissances. L'Allemagne de Weimar, malgré les restrictions du traité de Versailles, développait clandestinement ses propres recherches sur le camouflage militaire. L'Union soviétique mobilisait ses meilleurs ingénieurs pour rattraper le retard technologique. Les États-Unis créaient leur premier laboratoire de guerre électronique. Cette compétition internationale validait l'importance stratégique de l'invention française. L'évolution de la technologie Renault-Davout révélait également les mutations profondes de l'art militaire dans l'entre-deux-guerres. Le passage des batailles de masse de 1914-1918 aux opérations spécialisées anticipées pour les conflits futurs privilégiait la qualité technique sur la quantité numérique. Cette révolution doctrinale, amorcée par l'innovation française, influençait déjà la planification militaire des principales armées européennes. Renault-Davout, devenu entre-temps une figure internationale de l'innovation militaire, participait régulièrement aux conférences de désarmement de Genève, où sa technologie alimentait les débats sur la limitation des armements. Cette reconnaissance diplomatique de son génie technique illustrait comment l'innovation individuelle pouvait influencer les relations internationales et contribuer aux réflexions sur la sécurité collective européenne. L'année 1925 marqua un tournant décisif dans l'évolution de l'innovation Renault-Davout avec l'émergence de la première génération de contre-technologies développées spécifiquement pour neutraliser les avantages du camouflage adaptatif français. Cette course technologique, initiée par les services secrets allemands en collaboration avec des ingénieurs suisses et italiens, révélait les enjeux stratégiques considérables que représentait désormais la technologie française pour l'équilibre militaire européen. La réponse de Renault-Davout à ce défi allait donner naissance à la plus sophistiquée de ses inventions. Les premiers systèmes de détection anti-camouflage, développés dans les laboratoires secrets de l'entreprise Zeiss sous la direction du docteur Mannheim, utilisaient des principes optiques révolutionnaires pour percer les illusions créées par le système français. Ces lunettes de vérité, comme les surnommait cyniquement leur inventeur, analysaient les variations spectrales imperceptibles à l'œil humain pour révéler la présence d'objets camouflés. Cette innovation ennemie remettait en question l'invulnérabilité apparente des véhicules français équipés du système adaptatif. Informé de cette menace par les services de renseignement français, Renault-Davout réagit avec la créativité géniale qui le caractérisait. Au lieu de simplement perfectionner son système existant, il conçut une approche révolutionnaire qu'il baptisa « camouflage quantique ». Une technologie si avancée qu'elle anticipait les découvertes de la physique moderne. Cette innovation, basée sur des principes scientifiques à peine émergents, transformait le camouflage passif en dissimulation active qui trompait non seulement l'œil humain, mais également tous les instruments de détection possibles. Le principe du camouflage quantique reposait sur une découverte fortuite de Renault-Davout, lors d'expériences sur la diffraction de la lumière. En bombardant les plaques de camouflage avec des rayonnements électromagnétiques spécifiques, il parvenait à créer des interférences qui annulaient littéralement la réflexion lumineuse des surfaces traitées. Cette invisibilité optique partielle, phénomène que la science officielle ne théoriserait qu'une décennie plus tard, révolutionnait complètement les possibilités du camouflage militaire. L'application pratique de cette découverte nécessitait le développement d'équipements d'une complexité inouïe pour l'époque. Renault-Davout dut inventer des générateurs d'ondes électromagnétiques miniaturisés, des systèmes de contrôle automatique de la diffraction et des alimentations électriques suffisamment puissantes pour maintenir le camouflage quantique en fonctionnement continu. Cette prouesse technique, réalisée avec les moyens technologiques de 1925, témoignait du génie exceptionnel de l'ingénieur français. Les premiers tests du camouflage quantique, effectués en secret sur le plateau de Millevaches en août 1925, révélèrent des capacités qui dépassaient les rêves les plus audacieux de l'inventeur. Un char équipé de ce système pouvait littéralement disparaître de la vue, même observé à courte distance par des détecteurs optiques perfectionnés. Cette invisibilité quasi totale transformait radicalement les possibilités tactiques et stratégiques de l'arme blindée française. Cependant, cette supériorité technique exceptionnelle s'accompagnait de contraintes opérationnelles considérables. Le camouflage quantique consommait une énergie électrique énorme qui limitait son utilisation à quelques heures par mission. Les équipements électroniques sophistiqués étaient fragiles et nécessitaient une maintenance constante par des spécialistes hautement qualifiés. Ces limitations pratiques empêchaient une généralisation immédiate de la technologie
mais n'en diminuait pas l'importance stratégique. L'impact diplomatique de cette nouvelle innovation française fut considérable. Les puissances européennes, déjà inquiètes de l'avantage technologique français, réclamèrent l'ouverture de négociations internationales sur la limitation des armes de camouflage avancées. Cette pression diplomatique révélait que l'innovation technique était devenue un enjeu politique majeur dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, capable d'influencer les équilibres géostratégiques régionaux. Renaud Davout se trouvait désormais au centre d'un jeu diplomatique complexe, où son génie technique était instrumentalisé par les chancelleries européennes. La France utilisait ces innovations comme monnaie d'échange dans les négociations de sécurité collective. L'Allemagne réclamait un partage équitable des technologies militaires révolutionnaires. La Grande-Bretagne proposait une coopération technique renforcée. Ces pressions internationales révélaient l'importance géopolitique acquise par l'ingénieur français. La réponse de Renaud Davout à ces sollicitations multiples témoignait de sa maturité politique autant que de sa générosité scientifique. Il proposa la création d'un Institut européen de recherche sur la dissimulation militaire. Organisation internationale qui développerait collectivement les technologies de camouflage tout en contrôlant l'usage par des accords multilatéraux. Cette vision coopérative anticipait les structures de recherche européennes modernes et révélait la dimension humaniste du génie français. Cette proposition, bien qu'intellectuellement séduisante, se heurta aux réalités politiques de l'époque. Les tensions nationalistes croissantes, les rivalités économiques exacerbées et la méfiance mutuelle entre anciennes puissances belligérantes rendaient improbable une coopération scientifique désintéressée. L'échec de cette initiative généreuse illustrait les limitations de la diplomatie scientifique face aux passions nationalistes européennes. Face à ces obstacles diplomatiques, Renaud Davout adopta une stratégie plus pragmatique qui conciliait ses convictions internationalistes avec les réalités géopolitiques. Il développa différentes versions de ces technologies selon les pays destinataires. Système complet pour les alliés traditionnels de la France, version dégradée pour les partenaires occasionnels, innovation révolutionnaire réservée exclusivement aux forces françaises. Cette graduation technologique permettait de maintenir l'avantage stratégique français tout en évitant l'isolement diplomatique. Cette politique nuancée permit à la France de conserver son leadership technologique dans le domaine du camouflage militaire tout en développant des partenariats techniques profitables avec ses alliés. L'innovation Renaud Davout devenait ainsi un instrument de soft power français qui renforçait l'influence diplomatique du pays tout en générant des revenus d'exportation considérables pour l'industrie de défense nationale. L'année 1930 marqua l'apogée de la reconnaissance internationale de Renaud Davout, avec sa nomination comme premier directeur de l'Institut international de technologie militaire, nouvelle organisation créée sous l'égide de la Société des Nations pour réguler le développement et la prolifération des innovations d'armement révolutionnaire. Cette nomination prestigieuse, qui consacrait définitivement le génie de l'ingénieur français, révélait également l'importance croissante des enjeux technologiques dans la sécurité internationale de l'entre-deux-guerres. L'Institut, installé dans un complexe ultramoderne construit spécialement à Genève, réunissait les meilleurs spécialistes mondiaux de l'innovation militaire sous la direction de Renaud Davout. Cette académie de guerre technologique avait pour mission d'évaluer les nouvelles inventions militaires, de prévenir les courses aux armements technologiques et de promouvoir les usages pacifiques des innovations défense. Cette approche révolutionnaire de la régulation internationale des armements anticipait les institutions modernes de contrôle de la prolifération. Cependant, cette période d'apothéose professionnelle coïncidait paradoxalement avec l'émergence de menaces technologiques qui remettaient en question la suprématie du système français. Les laboratoires allemands, japonais et soviétiques développèrent des technologies de détection si sophistiquées qu'elles menaçaient de rendre obsolète le camouflage adaptatif français. Cette course technologique accélérée illustrait la fragilité des avantages techniques temporaires dans l'univers impitoyable de l'innovation militaire. La réponse de Renaud Davout à ces défis révéla une fois de plus sa capacité d'adaptation géniale. Au lieu de perfectionner indéfiniment son système de camouflage, il révolutionna complètement son approche en développant ce qu'il appelait le camouflage psychologique. Une technologie qui agissait directement sur la perception des observateurs plutôt que sur l'apparence des objets observés. Cette innovation conceptuelle, qui anticipait les recherches modernes sur la guerre cognitive, ouvrait des perspectives révolutionnaires.
Le camouflage psychologique utilisait des générateurs d'ondes électromagnétiques spécifiques pour perturber le fonctionnement du cerveau humain, créant des hallucinations visuelles contrôlées qui masquaient la présence des véhicules militaires. Cette technologie, à la limite de la science-fiction pour l'époque, s'inspirait des découvertes naissantes sur les ondes cérébrales et leur influence sur la perception. L'audace scientifique de cette approche dépassait largement les innovations précédentes de l'ingénieur français. Les implications éthiques de cette nouvelle technologie soulevaient des questions morales inédites qui divisaient profondément la communauté scientifique internationale. Comment légitimer une arme qui agissait directement sur l'esprit humain? Quelle garantie offrir contre les dérives possibles d'une technologie de manipulation mentale? Ces interrogations révélaient la dimension philosophique des innovations militaires révolutionnaires et anticipaient les débats contemporains sur les armes cognitives. Renaud Davout lui-même était conscient de ces enjeux éthiques et consacra plusieurs mois à élaborer un cadre déontologique strict pour l'usage de sa nouvelle invention. Cette technologie, écrivait-il dans son mémoire de présentation, ne doit jamais être utilisée contre des populations civiles, ne peut fonctionner que temporairement, sans dommage permanent, et doit rester sous contrôle humain direct en permanence. Ces précautions révélèrent la responsabilité morale de l'inventeur face aux implications de son génie. La présentation officielle du camouflage psychologique, effectuée devant un comité restreint d'experts internationaux en décembre 1930, provoqua des réactions contrastées qui révélaient les tensions géopolitiques croissantes de l'époque. Les représentants français et britanniques saluaient cette innovation révolutionnaire qui renforçait la supériorité technologique occidentale. Les délégués allemands et soviétiques dénonçaient une arme inhumaine qui violait les lois de la guerre. Cette polarisation préfigurait les affrontements idéologiques futurs. L'impact de cette innovation sur les doctrines militaires internationales fut considérable. Les états-majors européens durent repenser complètement leur stratégie de détection et de contre-camouflage face à une menace qui agissait directement sur leurs capacités perceptuelles. Cette révolution tactique, initiée par l'innovation française, accélérait l'évolution de l'art militaire vers des formes de guerre de plus en plus sophistiquées et psychologiques. Cependant, la complexité technique du camouflage psychologique limitait considérablement ses applications pratiques. Les équipements nécessaires pesaient plusieurs tonnes, nécessitaient une alimentation électrique considérable et exigeaient des réglages si précis qu'ils ne pouvaient être effectués que par des spécialistes hautement qualifiés. Ces contraintes opérationnelles empêchaient une diffusion large de la technologie, mais n'en diminuaient pas l'importance stratégique. L'influence de cette innovation dépassait largement le domaine militaire pour s'étendre au secteur civil et médical. Les recherches de Renaud Davout sur les ondes cérébrales ouvraient des perspectives révolutionnaires pour le traitement des troubles mentaux, la rééducation des handicapés sensoriels et même le développement de nouvelles formes de communication humaine. Cette polyvalence technologique illustrait la richesse des transferts entre recherche militaire et applications civiles. La reconnaissance scientifique de ces travaux culmina avec l'attribution à Renaud Davout du prix Nobel de physique 1931 pour ses découvertes fondamentales sur l'interaction entre ondes électromagnétiques et perception humaine. Cette consécration suprême, première Nobel décernée pour des recherches d'origine militaire, révélait l'importance croissante de la technologie de défense dans l'avancement des connaissances scientifiques fondamentales. Cette reconnaissance internationale transformait définitivement Renaud Davout en figure emblématique du génie français et en symbole de la capacité d'innovation de la recherche européenne. Cependant, cette gloire scientifique coïncidait tragiquement avec la montée des tensions politiques qui allaient bientôt embraser l'Europe et transformer ces innovations pacifiques en instruments de guerre totale. L'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne, en 1933, transforma radicalement le contexte géopolitique dans lequel évoluait l'innovation Renaud Davout, révélant brutalement que les plus belles découvertes scientifiques pouvaient être détournées à des fins destructrices par des régimes totalitaires. Le nouveau gouvernement allemand, obsédé par la supériorité technologique française en matière de camouflage militaire, lança un programme secret de développement d'armes révolutionnaires destiné à contrer l'avantage stratégique français et à établir la domination technique du Reich sur l'Europe. Le docteur Heinrich Zimmer, ingénieur brillant mais fanatisé par l'idéologie nazie, fut chargé de diriger ce programme clandestin baptisé Project Nebelwerfer, projet lance-brouillard, dans les laboratoires souterrains de Peenemünde.
Sa mission consistait non seulement à neutraliser les technologies françaises de camouflage, mais à développer des contre-mesures si efficaces qu'elles transformeraient l'avantage français en vulnérabilité fatale. Cette course technologique secrète révélait la militarisation croissante de la science européenne dans les années 1930. Informé de ces développements allemands par les services de renseignement français, Renaud Davout se trouvait confronté au dilemme moral le plus difficile de sa carrière. Comment empêcher que ces innovations pacifiques ne soient utilisées par des régimes totalitaires pour asservir l'Europe? Cette question éthique fondamentale, qui hantait déjà Einstein et d'autres scientifiques de l'époque, allait orienter définitivement les recherches de l'ingénieur français vers des applications défensives plutôt qu'offensives. La réponse de Renaud Davout illustra une fois de plus son génie créatif et sa responsabilité morale. Au lieu de développer des armes plus destructrices, il conçut le bouclier optique intégral, système défensif révolutionnaire capable de protéger des zones entières contre toutes les formes d'attaque visuelle, qu'elles soient conventionnelles ou technologiquement avancées. Cette innovation défensive, d'une sophistication technique inouïe, transformait le camouflage offensif en protection collective. Le bouclier optique fonctionnait selon des principes physiques si avancés qu'ils anticipaient les découvertes de l'optique quantique moderne. Un réseau de générateurs électromagnétiques créait au-dessus de la zone protégée une bulle de distorsion qui déviait, absorbait ou reflétait tous les rayonnements lumineux selon des algorithmes complexes calculés en temps réel. Cette protection invisible rendait littéralement indétectable tout ce qui se trouvait à l'intérieur du périmètre traité. Les applications de cette technologie révolutionnaire dépassaient largement le cadre militaire traditionnel. Une ville entière pouvait être dissimulée aux observateurs aériens. Une zone industrielle camouflée contre l'espionnage économique. Un laboratoire de recherche protégé contre la surveillance technologique. Cette polyvalence révélait les enjeux stratégiques considérables de l'innovation dans l'Europe des années 1930, où la guerre totale se profilait déjà. La première démonstration publique du bouclier optique, effectuée devant une assemblée de diplomates internationaux en septembre 1935, provoqua une stupéfaction générale qui révélait l'avance technologique considérable de la France dans ce domaine. La ville de Reims disparut littéralement de la vue des observateurs, réapparaissant quelques heures plus tard comme par magie quand le système fut désactivé. Cette démonstration de force technologique impressionna profondément les représentants étrangers. Cependant, cette supériorité française exacerbait les tensions géopolitiques européennes et accélérait la course aux armements technologiques. L'Allemagne nazie intensifiait ses recherches secrètes, l'Union soviétique mobilisait ses meilleurs physiciens. L'Italie fasciste développait ses propres programmes d'innovation militaire. Cette escalade technologique alimentait l'instabilité politique européenne et préparait les affrontements futurs. Renaud Davout, conscient de ces dérives dangereuses, tenta une dernière fois de promouvoir une approche coopérative de l'innovation technologique. Il proposa la création d'un pacte de non-agression technologique qui interdirait le développement d'armes révolutionnaires et limiterait la recherche militaire aux seules applications défensives. Cette initiative généreuse, soutenue par la France et la Grande-Bretagne, se heurta au refus catégorique des puissances totalitaires. L'échec de cette tentative de régulation internationale convainquit définitivement Renaud Davout que la guerre technologique était désormais inévitable et que la France devait se préparer à un affrontement où la supériorité scientifique déterminerait l'issue du conflit. Cette prise de conscience douloureuse l'amena à abandonner ses recherches civiles pour se consacrer exclusivement au développement d'innovations défensives destinées à protéger la démocratie française contre les menaces totalitaires. La période 1936-1939 vit ainsi Renaud Davout développer fébrilement toute une panoplie de technologies défensives révolutionnaires. Systèmes de camouflage urbain pour protéger les populations civiles, blindages adaptatifs pour les fortifications, dispositifs de brouillage électronique pour perturber les communications ennemies. Cette militarisation forcée de son génie révélait la tragédie de l'innovation scientifique, détournée par les impératifs de défense nationale. L'ironie de l'histoire voulait que l'ingénieur pacifiste devint malgré lui l'un des principaux artisans de la préparation militaire française face aux menaces nazies. Ces innovations, conçues initialement pour révolutionner l'art de la guerre de manière humaniste, se transformaient progressivement en instruments de résistance démocratique contre l'obscurantisme totalitaire.
Cette évolution tragique illustrait les dilemmes moraux intemporels de la recherche scientifique en période de crise internationale. L'impact de cette révélation tardive de l'ampleur véritable de cette discrimination, permise par l'ouverture progressive des archives et le travail minutieux des historiens contemporains, bouleverse aujourd'hui notre compréhension de la Seconde Guerre mondiale et pose des questions dérangeantes sur les mécanismes de la mémoire collective. Cette vérité historique, longtemps occultée par les nécessités diplomatiques et les pudeurs nationales, éclaire d'un jour nouveau la nature profonde du régime nazi et révèle l'héroïsme méconnu de plus d'1 million de Français qui survécurent à 5 années d'humiliation systématique dans un silence imposé par les convenances de l'après-guerre. Les résultats de Rennes inspirèrent la création d'un Institut français de dénazification, dirigé par une équipe pluridisciplinaire d'historiens, de psychologues, de sociologues et de spécialistes de la communication. Cet institut développa une méthode standardisée, appelée analyse critique comparative, qui utilisait systématiquement les documents de propagande ennemie comme matériel pédagogique de déconditionnement. Cette approche fut progressivement étendue aux autres camps de prisonniers français, transformant l'erreur initiale de Dubois en révolution pédagogique. L'impact international de cette innovation française était considérable. Les Américains adaptèrent la méthode pour leur propre camp en Allemagne, utilisant les films de propagande nazie pour enseigner aux Allemands les techniques de manipulation dont ils avaient été victimes. Les Britanniques développèrent une variante axée sur l'analyse de la propagande radiophonique. Même les Soviétiques, malgré leur réticence idéologique, s'intéressèrent à cette approche qui permettait de déconstruire l'endoctrinement fasciste sans imposer un contre-endoctrinement communiste. Cette méthode révolutionnaire influença durablement l'approche française de l'éducation civique et de la formation critique des citoyens. Les techniques d'analyse des médias développées pour la dénazification furent adaptées pour l'enseignement secondaire, créant les premiers cours d'éducation aux médias de l'histoire française. Cette anticipation pédagogique révélait la vision moderne des éducateurs qui avaient participé à l'expérience de Rennes. L'évolution personnelle des prisonniers allemands du camp de Rennes devint un objet d'étude scientifique qui alimenta de nombreuses recherches en psychologie sociale et en sciences cognitives. Hartmann et quelques autres cas d'école participèrent volontairement à des études longitudinales qui suivirent leur réintégration dans la société allemande d'après-guerre. Ces recherches révélèrent que l'expérience française avait créé chez eux une immunité durable contre toutes les formes d'endoctrinement politique. Müller et son groupe de résistants constituaient paradoxalement un autre enseignement précieux de cette expérience. Leur capacité à maintenir leurs convictions malgré l'évidence contraire illustrait les mécanismes de résistance psychologique qui protègent l'identité personnelle face aux tentatives de manipulation. Cette découverte influença les recherches ultérieures sur la résilience mentale et les facteurs de protection contre l'endoctrinement totalitaire. Le groupe des relativistes révélait quant à lui les dangers du scepticisme généralisé qui peut résulter d'une déconstruction trop radicale des croyances. Cette dérive nihiliste, observée chez environ 15% des prisonniers, alertait sur les risques d'une éducation critique poussée à l'extrême qui pourrait déboucher sur un relativisme moral destructeur. Cette leçon influença l'élaboration des programmes pédagogiques futurs. L'expérience de Rennes révélait ainsi la complexité extraordinaire des mécanismes de formation et de déconstruction des opinions politiques. Elle montrait que la vérité ne triomphe pas automatiquement du mensonge, mais qu'elle doit être enseignée, démontrée et surtout comprise grâce à des méthodes pédagogiques sophistiquées qui respectent la psychologie humaine et les mécanismes de défense mentale. Cette découverte révolutionnaire dans le domaine de l'éducation civique eut des répercussions durables sur la formation des citoyens français. Les principes développés à Rennes inspirèrent la création de l'École nationale d'administration, dont les méthodes pédagogiques intégraient l'analyse critique des discours politiques et la déconstruction des techniques de manipulation. Cette influence perdura dans l'enseignement français pendant des décennies. La publication des résultats de l'expérience de Rennes dans les revues scientifiques internationales contribua à l'émergence de nouvelles disciplines académiques, psychologie politique, sociologie de la communication, études sur la propagande. Ces champs de recherche, nés directement des enseignements tirés de la confrontation entre prisonniers allemands et propagande de Vichy, enrichirent considérablement la compréhension des mécanismes de manipulation de l'opinion publique. L'héritage le plus durable de cette expérience involontaire résidait peut-être dans sa démonstration que l'éducation à l'esprit critique ne peut être imposée
mais doit être découverte par chaque individu à travers sa propre expérience de confrontation avec la contradiction. Cette pédagogie maïeutique de la dénazification, inspirée de Socrate, révélait que la vérité ne peut être enseignée mais seulement révélée par le questionnement méthodique. L'épilogue de cette histoire extraordinaire se déroula 20 ans après la fin de la guerre, quand le commandant Dubois, devenu entre-temps général, organisa en 1965 une réunion commémorative qui rassembla à Rennes les derniers témoins survivants de cette expérience unique. Cette rencontre émouvante entre anciens prisonniers allemands, éducateurs français et observateurs historiques révéla l'impact durable de cette confrontation entre propagande et réalité sur la vie de tous ceux qui y avaient participé. Hartmann, devenu professeur de philosophie à Munich, témoignait avec émotion de l'influence déterminante de cette expérience sur sa carrière. Cette projection du film de Vichy a changé ma vie plus profondément que toutes mes études universitaires. Elle m'a appris que la vérité n'est jamais simple, qu'elle doit toujours être recherchée par l'analyse critique et que le doute méthodique est la meilleure protection contre la manipulation. Cette transformation personnelle illustrait l'impact éducatif durable de l'expérience française. Müller, resté fidèle à ses convictions mais devenu entrepreneur prospère, représentait l'évolution complexe des résistants au déconditionnement. « Je n'ai jamais renié mes idées de jeunesse », expliquait-il, mais j'ai appris à les questionner, à les nuancer, à les confronter à d'autres points de vue. Cette expérience française m'a rendu plus humble intellectuellement, sans me faire perdre mes convictions profondes. Cette évolution subtile révélait que même l'échec apparent du déconditionnement produisait des effets bénéfiques. Richter, devenu journaliste influent, incarnait la trajectoire des relativistes. Son scepticisme initial s'était mué en esprit critique professionnel qui lui permettait d'analyser avec acuité les discours politiques et médiatiques de son époque. Cette expérience m'a vacciné contre toutes les formes de propagande, déclarait-il. Maintenant, je sais reconnaître les techniques de manipulation, qu'elles viennent de la droite, de la gauche ou du centre. Le docteur Lemaire, désormais professeur émérite de psychologie, présentait les conclusions scientifiques tirées de 20 années de suivi de cette cohorte exceptionnelle. Cette expérience nous a enseigné que la résistance à l'endoctrinement ne dépend pas seulement de l'éducation ou de l'intelligence, mais aussi de facteurs psychologiques profonds liés à la construction de l'identité personnelle. Elle a révolutionné notre compréhension des mécanismes de formation des opinions politiques. L'influence de l'expérience de Rennes sur l'évolution de l'éducation française était également mesurable. Plusieurs générations d'enseignants avaient été formés aux méthodes d'analyse critique développées dans ce camp, créant une tradition pédagogique française unique en Europe. Les programmes scolaires intégraient désormais systématiquement l'étude des techniques de propagande et l'analyse des médias, préparant les jeunes Français à résister aux manipulations idéologiques. Cette tradition éducative française rayonnait également à l'international. L'UNESCO avait adopté plusieurs recommandations inspirées de l'expérience de Rennes pour promouvoir l'éducation à l'esprit critique dans le monde entier. Des délégations pédagogiques venues d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine étudiaient régulièrement les méthodes françaises pour les adapter à leurs contextes nationaux. L'impact sur les relations franco-allemandes était également considérable. Plusieurs anciens prisonniers de Rennes étaient devenus des artisans actifs de la réconciliation européenne, leur expérience française leur ayant enseigné la valeur du dialogue interculturel et de la compréhension mutuelle. Hartmann lui-même avait créé une association franco-allemande de jeunesse qui organisait des échanges éducatifs basés sur l'analyse critique des préjugés nationaux. Cette réconciliation symbolique culmina avec la création en 1963 de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, dont les méthodes pédagogiques s'inspiraient directement des leçons tirées de Rennes. Les programmes d'échange développaient systématiquement l'esprit critique des jeunes participants en les confrontant à des visions différentes de l'histoire européenne, selon les principes établis par l'expérience involontaire de 1944. L'héritage scientifique de cette expérience perdure aujourd'hui encore dans les recherches contemporaines sur la désinformation et les fake news. Les mécanismes psychologiques identifiés à Rennes, dissonance cognitive, résistance au changement, influence des préjugés sur la perception, constituent toujours les fondements théoriques des études sur la manipulation de l'opinion publique à l'ère numérique. La leçon universelle de cette histoire extraordinaire résidait peut-être dans sa démonstration que la confrontation directe entre vérité et mensonge ne suffit pas à faire triompher automatiquement la première.
Elle révélait que l'éducation à l'esprit critique est un processus long, complexe et toujours inachevé qui nécessite des méthodes pédagogiques sophistiquées, respectant la psychologie humaine et les mécanismes de défense mentale. Cette expérience unique dans l'histoire de la dénazification prouvait finalement que les erreurs involontaires peuvent parfois produire des découvertes plus précieuses que les succès planifiés. L'échec initial du commandant Dubois s'était transformé en révolution pédagogique qui influença durablement l'éducation civique française et européenne, démontrant que l'innovation naît souvent de l'adversité et que les plus grandes leçons émergent parfois des situations les plus inattendues. Cette histoire remarquable continue d'inspirer aujourd'hui les éducateurs, les psychologues et tous ceux qui s'efforcent de développer l'esprit critique face aux manipulations contemporaines. Elle rappelle que la vigilance démocratique ne peut jamais être considérée comme acquise et que chaque génération doit réapprendre les outils de la résistance intellectuelle face aux tentatives d'endoctrinement, quelle que soit leur forme ou leurs origines.